Bonjour, dans le cadre du master spécialisé en épileptologie, on va voir ensemble le cours Indication de la première monothérapie. Pour introduire nos sujets, il faut savoir que les traitements antiépileptiques ont pour objectif de traiter la maladie épileptique en prévenant la récurrence de crise, de rendre le patient libre de crise et ce de préférence et si possible en monothérapie. En fait, l'hétérogénéité des formes cliniques d'épilepsie explique que tous les antiépileptiques ne soient pas efficaces dans toutes les formes d'épilepsie ni dans toutes les formes étiologiques. Donc, pendant plusieurs décennies, le traitement de la maladie épileptique a reposé sur l'utilisation de 4 principaux médicaments antiépileptiques qui sont le phénobarbital, phénitoïne, la carbamazépine et le valproate de sodium, qui sont mis sous le marché entre les années 1910 et 1960, ainsi que sur quelques antiépileptiques d'appoint tels que péridone, l'éthosuximide, les benzodiazépines, eux aussi mis sur le marché depuis 30 ans. Jusqu'au début des années 1990, l'arsenal thérapeutique antiépileptique n'a guère évolué en dehors d'adaptations galéniques ou pharmacocinétiques des antiépileptiques existants. Et de là, on a plus que 40 antiépileptiques qui sont mis sur le marché. La décision thérapeutique commence avant tout par l'élimination des diagnostics différentiels d'une crise épileptique, qui sont essentiellement les crises non épileptiques psychogènes et les syncopes cardiaques. Et même face à une première crise épileptique, la mise en route d'un traitement n'est pas systématique, puisqu'il peut s'agir d'une crise dite occasionnelle ou symptomatique aiguë, survenant dans un contexte épileptogène transitoire. De même, il faut rechercher une étiologie traitables, ce sont les causes métaboliques traitables des épilepsies qui sont le plus souvent source de fausses pharmacorésistance. Les causes métaboliques traitables des épilepsies à début précoce regroupent les épilepsies vitaminosensibles, à savoir les convulsions pyridoxinodépendantes qui sont traitées par la pyridoxine à la phase aiguë et au long cours par voie intraveineuse et orale, les convulsions pyridoxales phosphate dépendantes, les convulsions sensibles à l'acide folinique et le déficit en biotinidase, avec d'autres causes qui sont traitables d'épilepsie métabolique, basées essentiellement sur un régime cétogène ou bien un régime pauvre en phénylalalanine en cas de phénylcétonurie non traitée. Donc, on ne traite qu'une épilepsie confirmée, conforme à la définition de l'épilepsie proposée par l'IALE. Pas de traitement préventif, sauf en cas de syndrome de Sturge-Weber et sclérose tubereuse de Bournonville. Et on ne traite pas un EEG, sauf en cas d'encéphalopathie épileptique avec pointe onde continue de sommeil. Donc, une épilepsie est diagnostiquée dans les situations suivantes. C'est soit la survenue de moins de crises non provoquées ou réflexes espacés de plus de 24 heures, ou bien une première crise non provoquée ou réflexe si le risque général de récurrence dans les 10 ans est similaire au risque après 2 crises non provoquées, ou bien dans le cadre d'un diagnostic d'un syndrome épileptique. Donc, face à ces définitions, le problème se pose en cas de première crise non provoquée. Comment confirmer qu'il s'agit d'une épilepsie? C'est par l'évaluation de risque de récidive à 2 ans qui doit être entre 21 à 45% des cas. On peut évaluer les facteurs de risque de récidive qui sont avoir une lésion cérébrale, une anomalie épileptiforme à l'EEG, des anomalies à l'IRM ou bien des crises épileptiques nocturnes. Et non considérés comme facteurs de risque, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux d'épilepsie, le type de crise épileptique, que ce soit focale ou généralisée, et l'état de mal épileptique. Et de façon générale, un traitement antiépileptique pourra être proposé après une première crise épileptique non provoquée
en cas de déficit neurologique et ou de troubles neurodéveloppementaux, quelle qu'en soit la cause, en cas d'existence d'une activité épileptiforme certaine allégée en dehors des activités typiques d'épilepsie focale liées à l'âge de l'enfant, à l'exception des cas de l'EPCT et syndrome de Panaitopoulos, en cas de crise nocturne dans un cadre autre que le PCT et le Panaitopoulos, et on peut traiter aussi en cas d'existence des anomalies structurelles à l'imagerie cérébrale qui expliquent la crise épileptique. Et dans tous les cas, l'initiation d'un traitement antiépileptique et le choix du traitement doit se faire en accord avec le patient éventuellement, et éventuellement ses proches, et après une information complète et adaptée des risques et des bénéfices attendus du traitement. L'instauration du traitement doit toujours se faire progressivement, avec des paliers plus ou moins longs selon la molécule, pour s'assurer d'une bonne tolérance. Il faut viser une posologie minimale efficace, et si un traitement s'avère totalement inefficace, il est inutile d'atteindre ces posologies maximales. Alors, on a éliminé les diagnostics différentiels et on a confirmé qu'il s'agit d'une crise épileptique non provoquée. Et on va commencer le traitement. Quels sont les critères de choix des antiépileptiques? En fait, la stratégie thérapeutique doit être individualisée en fonction des caractéristiques du patient, essentiellement l'âge, le sexe, les comorbidités et le mode de vie. Les crises épileptiques, essentiellement le type de crise et le diagnostic syndromique, et les antiépileptiques et thérapeutiques existants, ainsi que la disponibilité, les indications, la pharmacocinétique, les formes galéniques, les effets secondaires, les interactions avec d'autres médicaments et le coût. Pour classer le type de crise et l'épilepsie, il est recommandé de se référer à la classification internationale IALAE 2017 avec ces 4 catégories de type d'épilepsie, type de crise épileptique, épilepsie classée en fonction des crises, l'existence ou non de syndrome épileptique, sinon s'agit-il d'une épilepsie avec étiologie. Et le plus important, c'est la recherche étiologique qui se fait à n'importe quel moment du diagnostic et la détermination de la comorbidité, qui est un élément important dans les critères de choix des antiépileptiques. Donc, selon l'IALAE, il existe plusieurs syndromes électrocliniques qui sont de façon générale âge dépendants. Et le plus important, c'est qu'il existe des syndromes épileptiques autolimités, des épilepsies qui sont idiopathiques et des syndromes épileptiques étiquetés de façon générale comme pharmacorésistants. Donc, les indications des médicaments antiépileptiques en fonction du diagnostic électroclinique des crises d'épilepsie, du syndrome épileptique, de l'âge et du sexe est très variable. En fait, pour la carbamazepine, le clonazepam, le phénobarbital, le phénitoïne et l'acide valproïque est utilisé en monothérapie dans les crises généralisées et focales dès la naissance. Alors que le lamotrigine est utilisé dans les crises généralisées à partir de l'âge de 13 ans, à l'exception des crises d'absence qui peut utiliser à partir de l'âge de 2 ans. Pour les crises focales, il est utilisé à partir de l'âge de 13 ans. Pour le vigabatrin, qui est le Sabril, il est utilisé de l'âge de 1 mois à 7 ans pour les spasmes épileptiques, quels que soient généralisés ou focales. Pour les antiépileptiques de nouvelle génération, ils sont de façon générale utilisés dans quelques syndromes électrocliniques et le plus souvent, ou bien dans tous les cas presque, en association et en deuxième intention. Donc, un élément très important dans le choix des médicaments antiépileptiques, c'est les effets indésirables des antiépileptiques, qui sont classés en effets indésirables mineurs de fréquence à peu près de 1%, qui sont doses dépendantes de mécanismes essentiellement pharmacologiques, qui ne nécessitent pas l'arrêt de commercialisation. Ce sont des effets indésirables réversibles et peuvent être
et avec la possibilité de la réadmission de ce traitement. Alors qu'il y a les effets indésirables majeurs qui sont de mécanismes immunologiques ou bien une toxicité chronique qui contre-indiquent de façon formellement la réadmission de ce médicament. Un effet indésirable particulier pour les antiépileptiques, c'est l'effet paradoxal. C'est un effet inattendu des antiépileptiques qui se manifeste par des aggravations, par augmentation de la fréquence des crises existantes, apparition d'autres types de crises épileptiques ou bien un fléchissement cognitif avec pattern de pox-allergie. Donc, cet effet est rapporté avec plusieurs médicaments antiépileptiques tels que la carbamazépine, le phénobarbital, l'oxcarbazépine, le vigabatrin qui aggrave les absences et les myoclonies, le lamotrigine qui aggrave les myoclonies dans le syndrome de Dravet, la carbamazépine, le phénobarbital et le lamotrigine qui peuvent aggraver le PCD par l'apparition de pointes ondes contenues de sommeil, les benzodiazépines qui peuvent induire des états de mal tonique dans le syndrome de Lennox-Gastaut. La comorbidité a sa place dans le choix des médicaments antiépileptiques et la première comorbidité est le poids, surtout chez l'enfant. Certains médicaments augmentent l'appétit, tels que la gabapentin, vigabatrin et le valproate de sodium. D'autres, au contraire, diminuent l'appétit, tels que le topiramate et le zonimigran. En fait, aussi, le niveau cognitif peut nous induire à éviter le phénobarbital en cas de déficience intellectuelle et il faut éviter le topiramate si trouble du langage. Donc, sur le plan pratique, je vous montre quelques situations cliniques. Il s'agit d'une femme âgée de 35 ans sur chaise roulante qui a comme histoire de la maladie des crises épileptiques tonico-cloniques généralisées qui ont commencé à l'âge de 15 ans avec un bilan étiologique qui est négatif. Elle était mise sous carbamazépine, mais pas d'amélioration. Elle a continué de faire des crises tonico-cloniques généralisées et elle a des chutes antérieures à type de drop attacks malgré plusieurs associations de médicaments anti-épileptiques. À l'interrogatoire et à l'examen, on trouve la notion de myoclonie massive bilatérale des membres supérieurs et membres inférieurs. Donc, il s'agissait d'une épilepsie myoclonique juvénile qui s'est aggravée par la carbamazépine et c'est connu que la carbamazépine aggrave les myoclonies. Donc, tout le pronostic a été changé d'une épilepsie étiquetée comme idiopathique à une patiente qui est grabataire avec des myoclonies bilatérales et qui sont massives. En cas d'épilepsie myoclonique juvénile chez une jeune fille, il ne faut pas donner le valproate de sodium que dans les situations où pas d'autres alternatives. Le valproate de sodium a la libération prolongée à dose de 500 mg par jour pour le premier palier, puis ne pas dépasser 1000 mg kg par jour, 1000 mg par jour si on est obligé de lui donner le valproate de sodium. Mais de façon générale, le choix est en fonction du type de crise et comorbidité. Si les crises d'absence existent et prédominent le tableau, c'est lamotrigine. Si les myoclonies prédominent le tableau clinique, c'est l'évétiracétam. Si obésité, il faut privilégier le topiramate et le zonisamide. Si migraine, on lui donne le topiramate. En fait, c'est connu que la carbamazépine, la gabapentin, l'oxcarbazépine, les phénitoïnes et le vigabatrin peuvent précipiter ou aggraver les absences et les myoclonies, donc il faut les éviter. Un autre syndrome épileptique idiopathique, c'est l'épilepsie absence de l'enfant. En pratique clinique, avant l'âge de 10 ans, c'est l'étosuccimide. Après l'âge de 10 ans, si un garçon, c'est le valproate de sodium. Si une fille, c'est l'amygdale. L'évétiracétam et l'acétazolamide et le topiramate sont d'efficacité modeste. Le gabapentin est inefficace,
Mais il faut toujours mettre à l'esprit que la carbamazépine, l'oxcarbazépine, phénitoïne, gabapentin et le vigabatrin peuvent précipiter ou aggraver des absences. De façon générale, en cas d'épilepsie généralisée idiopathique, il est important de noter que l'efficacité de valproate de sodium à long terme peut être maintenue à des doses plus faibles, ce qui améliore la tolérance et diminue les effets tératogènes du valproate de sodium. En pratique, on commence par le valproate de sodium, mais en deuxième choix, on a l'amotrigine, le lévétiracétam, le topiramate, seul ou en association. Il faut toujours éviter les médicaments antiépileptiques aggravant les absences et les myoclonies. Donc, un autre syndrome électroclinique, c'est l'épilepsie à pointe centro-temporale. Si on a décidé de traiter le patient, puisque c'est un syndrome qui ne nécessite pas toujours la mise en place d'un traitement antiépileptique. Mais si on a décidé de traiter, les médicaments efficaces sont le valproate de sodium et la carbamazépine en premier lieu. En deuxième lieu, c'est l'oxcarbazépine et le lévétiracétam. Mais aussi on a d'autres médicaments qui sont efficaces. En pratique actuelle, la première monothérapie est le valproate de sodium. Et il faut éviter la carbamazépine si le jet de sommeil montre une activation des pointes ondes parce qu'il y a un risque d'aggravation. Et c'est le cas de ce patient. C'est un garçon âgé de 6 ans qui s'est présenté pour une crise focale centrale de survenue nocturne avec ALEG des pointes bicentrales activées par le sommeil. Donc, le diagnostic d'épilepsie à pointe centrotemporale a été retenu et le patient mis sous carbamazépine. Mais l'évolution était marquée par une aggravation clinique, par l'apparition de myoclonies négatives, de troubles de comportement et le jet de sommeil montre le pattern de pointe onde continue de sommeil. Pour l'épilepsie myoclonique bénigne de nourrisson, il est recommandé d'utiliser en première intention le valproate de sodium, le lévétiracétam, lamotrigine et le topiramate. Donc, pour le syndrome de West ou les spasmes épileptiques, c'est un syndrome électroclinique qui nécessite essentiellement une prise en charge et un début du traitement le plus précocement possible. Et les traitements de première intention sont la CTH à forte dose ou les corticoïdes prednisone. Mais aussi, on peut utiliser le vigabatrin, surtout en cas de la sclérose tubéreuse de Bourneville ou en cas de malformation corticale. Le syndrome de Lennox-Gastaut est un syndrome électroclinique et une encéphalopathie épileptique caractérisée par sa faible réponse aux antiépileptiques. De première ligne, c'est le valproate de sodium à la dose de 40 mg par kg par jour et les benzodiazépines, essentiellement le clobazam à la dose de 0,5 à 1 mg par kg par jour. Mais il y a d'autres alternatives telles que la phénitoïne et la carbamazépine qui sont efficaces sur les crises toniques et les crises tonico-cloniques généralisées. L'éthosuximide peut être utile dans certains cas pour contrôler les absences, mais surtout il faut éviter les barbituriques parce qu'ils aggravent les troubles de comportement. Pour les autres encéphalopathies épileptiques, par exemple le syndrome de Dravet et le syndrome de 12, on peut commencer comme traitement de première intention par le clonazepam, le clobazam, le valproate de sodium ou le topiramate. Le syndrome de Landau-Kleffner, on peut commencer par la CTH, l'amotrigine et le valproate de sodium. Pour les encéphalopathies avec pointe onde continue de sommeil, ce sont les benzodiazépines, la CTH, l'amotrigine et l'acide valproïque. Pour les autres épilepsies, en pratique, 2 antiépileptiques sont préférentiellement utilisés en première monothérapie. Le valproate de sodium en cas d'épilepsie généralisée ou focale idiopathique et la carbamazépine en cas d'épilepsie focale symptomatique. Dans des cas particuliers, on peut choisir le vigabatrin, les corticoïdes dans les spasmes en flexion, le lamotrigine en cas d'une adolescente avec obésité. Pour les femmes en âge de procréer,
Dès l'instauration d'un traitement antiépileptique, il est recommandé d'informer la patiente sur la nécessité de planifier une grossesse afin de minimiser les risques potentiels de traitement et d'optimiser le contrôle de la maladie épileptique. Il est recommandé d'évoquer les points suivants: la contraception, l'influence de la grossesse sur l'épilepsie, l'influence de l'épilepsie sur la grossesse, l'influence de l'épilepsie sur l'accouchement, l'adaptation du traitement antiépileptique en amont et au cours de la grossesse, le type de complément vitaminique et les malformations congénitales et leur dépistage. Une autre particularité thérapeutique se pose avec les personnes âgées de plus de 65 ans. Il n'y a pas d'urgence à débuter un traitement sans diagnostic fiable et le choix de la molécule repose essentiellement sur le profil d'efficacité et sur la tolérance. En fait, il est recommandé de rechercher la dose efficace la plus faible et être vigilant aux répercussions cognitives et comportementales du traitement antiépileptique. En conclusion, en dépit d'une bonne réponse initiale, un échappement thérapeutique peut survenir chez 30% des cas après 3 ans de rémission. Et en effet, la survenue d'effets indésirables induits par les antiépileptiques de première et de deuxième génération avec une incidence qui peut atteindre 30% des cas rend souvent nécessaire le changement d'antiépileptique. Et d'autre part, si la pharmacorésistance initiale ou secondaire ou les effets indésirables rendent nécessaire le recours à un nouvel antiépileptique, ce changement thérapeutique n'est efficace que dans 15% des cas et l'échec d'un premier traitement étant un facteur favorisant d'échec avec un deuxième antiépileptique utilisé. Merci pour votre attention.